Le format change quelque peu, mais le principe reste le même, permettre le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Angle de vue. 2018 a vu des faits politiques majeurs sur le continent africain. D'abord, le Libéria a investi président de façon pacifique George Oppong Maneweya, légende du football, seul joueur africain jusqu'à ce jour sacré Ballon d'Or mondial. Dans la foulée, celui qui n'est que le deuxième président de l'histoire de son pays à ne pas être issu de l'élite américano-libérienne a décidé de réduire son salaire et ses primes de 25%. Il s'est ensuite rendu en France afin d'exhorter les opérateurs économiques à investir massivement au Libéria, tout en plaidant pour la promotion du sport roi sur le continent aux côtés de ses jeunes frères comme Didier Drogba ou encore Kylian Mbappé. Ces choix politiques et stratégiques sont-ils les plus indiqués? Que peut attendre le Libéria de l'élection de celui qui a appris à jouer dans les rues du plus grand bidonville de la capitale? Pendant ce temps, l'ANC, historique parti de Nelson Mandela, a réussi à se débarrasser de son encombrant dirigeant Jacob Zuma, empêtré depuis bientôt 2 décennies dans des scandales et des affaires de corruption. Cyril Ramaphosa, l'actuel dirigeant du pays qui a fait de la lutte contre la corruption son credo, a nommé une nouvelle équipe qui comporte bien quelques surprises. Cette équipe peut-elle effectivement balayer la corruption des habitudes de l'élite sud-africaine? Que reste-t-il de l'héritage de Nelson Mandela? Mais le continent africain, c'est aussi la mobilisation de la société civile dans son ensemble, parfois aidée par des partis politiques d'opposition comme au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Bénin ou encore au Niger récemment, qui réclament des budgets plus soucieux du mieux-être des populations défavorisées. Le procès fait au budget de nombre de pays est-il un procès juste? Que peut-on faire pour impacter directement le quotidien du citoyen lambda? À ces dernières questions, les chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, tentent d'apporter une réponse. Ils ont notamment décidé de rendre opérationnelle la monnaie commune pour d'ici 2020. Ce projet a-t-il des chances de prospérer? Quel sort pour le franc CFA avec ce nouveau projet de monnaie commune? Nous aborderons toutes ces questions et bien d'autres au cours de cette émission qui, vous l'aurez compris, brasse l'actualité récente sur le continent africain. Afrique, quel chemin paraît le plus sûr vers l'autodétermination? Voilà le thème retenu à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles. Le plateau, je vous le présente, ce sera juste après ceci. Et sur cette émission, je ne serai pas seul, ce sera avec vous, Saturnin Diossou, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes journaliste de Soleil FM Bénin, une radio qui émet depuis le Bénin. Saturnin Diossou, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je vous laisse le soin de présenter notre invité. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV, Camille Seba, bonjour. Bonjour mon cher frère. On ne vous présente plus, président de l'ONG Urgence panafricaniste, très engagé pour l'autodétermination des peuples africains, des pays africains. Et parlant de pays africains, le Libéria a connu fin 2017 sa première alternance démocratique avec l'arrivée à la tête du pays de George Weah, que Johannes a présenté tout à l'heure dans l'introduction. Pour vous, est-ce que cette élection revêt un sens particulier, un intérêt particulier? Je suis un supporter historique du PSG. J'allais au stade depuis que j'étais petit. L'année où j'arrive d'ailleurs en région parisienne, George Weah est transféré au Milan AC. Et c'est une année où je pleure abondamment en me plaignant auprès de mon père pourquoi il ne nous a pas fait venir plus tôt à Paris. J'ai suivi ce joueur pendant des années. C'est un joueur que j'ai profondément aimé, qui m'a fait vibrer, qui m'a fait pleurer. Mais la géopolitique, ce n'est pas le football. Et on aura l'occasion peut-être de revenir sur ce sujet. J'ai fait partie de ceux qui étaient heureux que quelqu'un qui n'est pas du sérail puisse intégrer la plus haute fonction politique du pays. Je pense que c'est extrêmement important de montrer que ce terrain-là ne doit pas être incarcéré au bain d'une petite oligarchie. Mais de l'autre côté, il y a un certain nombre de choses à dire sur George Weah et on aura peut-être l'occasion de le dire lors de cette émission. Alors, Camille Seba, le président libérien semble être mu par le besoin de réduire le train de vie de l'État. D'abord, est-ce que selon vous, c'est une priorité? Non, ça, c'est évidemment une priorité. Quand on voit la manière démesurée dont vivent la plupart de nos présidents africains, je dis bien la plupart, pas tous, beaucoup de présidents africains sont des gens qui ont vu la politique comme un moyen d'ascenseur social. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et George Weah, qui lui-même n'a pas eu besoin de gagner sa vie par le biais de la politique, au contraire, j'ai même envie de dire qu'il perd quelque chose en étant à l'intérieur, sur le terrain financier, il perd son train de vie. Eh bien, en faisant cela, montre que la politique, ça doit être servir et non pas se servir. Donc ça, c'est quelque chose de positif.
s'il y a quelque chose de positif que je dois énoncer par rapport à la réalité du président Weah, ça sera cette réalité-là, cette situation-là. Cet acte-là, il s'inspire de bon nombre de présidents, de quelques présidents qui l'ont fait avant, en priorité notamment Thomas Sankara, qui a été capable de montrer que être un président, ce n'était pas être un businessman, ou ce n'était pas être un porteur d'affaires, un homme d'affaires. C'est pas être un prédateur économique. C'est quelqu'un qui est censé servir son pays. Weah le montre. Sur cet aspect-là, pas de problème. Il y a d'autres aspects où j'ai beaucoup de choses à dire sur George Weah. $53, c'est ce qu'il aurait trouvé dans les caisses du Libéria. Il a dit en France, et justement parlant de la France, sa première destination comme pays européen quand il a voyagé hors du continent. Est-ce que déjà, quand vous l'avez vu poser ses valises en France, pour vous, ça ne commençait pas à susciter des inquiétudes? Je veux bien comprendre que Weah est attaché au PSG, mais il faut savoir que le PSG, c'est pas l'Élysée. Le football, c'est pas la politique. Macron, c'est pas David Ginola. Macron, ce n'est pas Neymar non plus. Macron, c'est quelqu'un qui est un prédateur pour le continent africain, qui voit sur le continent africain, qui voit dans ce continent africain un terrain de jeu ou même un grenier dans lequel il peut se servir. Et que Weah agisse de cette façon, cela démontre parfaitement son décalage complet avec une grande partie des aspirations de la jeunesse africaine. Il ne comprend pas qu'on est dans une démarche de rupture épistémologique avec ce pays. Et la démarche qui est la sienne est une démarche quelque part qui s'inscrit dans toujours cette logique de mendicité économique et politique et de mauvaise grille de lecture géopolitique par rapport aux relations que le continent africain se doit d'avoir avec les autorités françaises. Kemi Seba aurait voulu que Georges Oppong Weah aille où? Mais je veux dire que le monde est grand. Je ne savais pas que la France était le centre de gravité du monde, peut-être pour certains Africains, pas pour moi. Je pense qu'il arrive un moment où les BRICS ont émergé. Brésil, Russie, Chine, Inde. Tout le monde voit que c'est quelque chose qui est un contrepoids, par exemple, au mondialisme économique ultralibéral occidental qui nous est proposé. Il y a une diversification des relations internationales qui sont en train d'être exposées. Et je pense qu'il aurait été complètement doté de bon sens d'aller vers justement cette voie-là, sachant que les BRICS ne sont pas une fin non plus ultime en soi, qu'on soit très clair. À l'intérieur de ces pays, il y a bon nombre de pays qui ne sont pas non plus les grands amoureux de l'Afrique. Mais dans ce monde, j'ai envie de dire qu'on n'a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, mais stratégiquement, être dans cette logique de rupture par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de ce bloc occidental, du bloc atlantiste, comme on aimerait le résumer ainsi, je pense que ça aurait eu beaucoup plus de sens de tendre la main à ces pays-là, de dire on veut un nouveau type d'investissement, un nouveau type de partenariat, gagnant-gagnant. Il y a un adage qui dit chat échaudé craint l'eau tiède. Eh bien, nous, on n'est même pas échaudé, on est brûlé à vif. On n'a même plus de poils, on n'a même plus de pelage, et même plus de pelage parce que l'oligarchie française nous a jeté de l'eau bouillante depuis tant d'années. Il est temps de passer à une autre réalité. Et Weah, sur ce terrain-là, quand il vient mendier l'aide de la France, n'est pas différent d'un Ouattara, n'est pas différent de toutes ces entités-là. Et ça fait d'autant plus mal à la jeunesse africaine que Weah était quelqu'un qui donnait beaucoup d'espoir à cette même jeunesse. Kemi Seba, je voudrais qu'on reste sur cette question-là. Vous n'êtes pas sans savoir que dans sa carrière de footballeur, il a eu à pratiquer la France. Donc on a forcément les affinités avec des pays qu'on a vu à vivre. Voilà, donc il faudrait ajouter à cela, Kemi Seba, que la France a ajouté le Libéria comme pays prioritaire de l'aide au développement français. Et que dans la cagnotte, il a récupéré plus de 10 millions d'euros. Et la France a gagné combien? Déjà, non, je ne sais pas. Ah d'accord, c'est la question qu'on ne pose jamais. Moi aussi, j'ai eu à pratiquer la France. Bizarrement, j'ai pas eu le même regard que George Weah. Weah est venu en France, il était déjà adulte, il était en train de jouer au football. Moi, je suis né en France. Du début à la fin, j'ai vécu 29 ans de ma vie en France. Ok, donc je pense que j'ai une bonne expertise aussi pour parler de la France. Et la France ne se résume pas au football. Oui, quand on est chef d'État, est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'être un peu plus pragmatique? Le pragmatisme, c'est de venir toujours vers celui qui vous a violé pendant... Si quelqu'un vous viole pendant 20 fois, et vous dites, bon, il faut que je sois pragmatique, parce qu'il m'aide un petit peu quand même, vous serrez les fesses et vous y allez, ça ne vous dérange pas? Kemi Seba, l'histoire... Faut pas couper ça, hein. L'histoire libérienne est très liée aux États-Unis, donc le choix de la France peut être un choix stratégique donc le président libérien. Le monde géopolitique, c'est la France ou les États-Unis. Bon, c'est une perception des choses. Moi, je pensais qu'il y avait d'autres pays. Je vais en Amérique du Sud, je vais au Moyen-Orient, je vais en Europe de l'Est, je suis reçu par des nations révolutionnaires un peu partout, des nations révolutionnaires qui s'opposent à l'occidentalisation du monde. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si un petit leader d'opinion en Afrique francophone est capable d'être audible de ces pays-là, que ce soit Bolivie, d'Evo Morales, que ce soit la Russie, de Vladimir Poutine ou d'autres endroits, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de puissant comme George Weah ne pourrait pas le faire. Et il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites lorsqu'on est capable de comprendre que le monde ne peut pas tourner
autour du centre de gravité imposé qu'est ce bloc français. Georges Weah pourrait se retourner vers ses partenaires. Entre-temps, il est qu'en début de mandat. Oui, mais pourquoi symboliquement Le fait qu'il se tourne vers la France pose déjà un problème dès le début. Est-ce que déjà, quand vous auriez des conseils à lui donner dans ce sens, que lui diriez-vous? Georges Weah est mon aîné. Donc, conseil à donner, je ne me permettrai pas, mais simplement une réflexion que je dirais qui est que Georges Weah a été porté par le peuple et il est un symbole pour la jeunesse africaine. Il était un symbole pour la jeunesse africaine. Il faut étudier quelle est la réflexion, quel est le sentiment actuel de cette jeunesse africaine. Partout où les autorités occidentales voyagent, partout où Macron va, il a accueilli, alors France 24 le montre peut-être moins, mais sur Internet, les réseaux sociaux permettent de tout montrer, il est accueilli par une jeunesse africaine qui n'hésite jamais à manifester contre la venue de ce président. La jeunesse africaine, une grande partie d'entre elles, sauf ceux qui rêvent d'avoir des budgets, des financements de la France, on a toujours eu des mendiants, il y en aura toujours, mais la majorité veut une rupture de fond et de forme avec la France. Quand on est un espoir pour cette jeunesse africaine, on ne va pas en sens contraire sur le terrain symbolique par rapport aux aspirations de cette jeunesse africaine. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas une logique de populisme, c'est une logique d'être en harmonie avec les volontés et les principes du peuple. Et ça, Weah est passé à côté. On espère qu'il changera son fusil d'épaule au fur et à mesure. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà. Ce qu'on peut lui souhaiter. Ça trouve de l'écho avec cet oral devant les étudiants. Ça rappelle Macron pour vous. Est-ce déjà mettre ses pas dans ceux du président? Écoutez, le problème c'est que on est les parents de l'humanité. L'Afrique est la terre-mère. On a donné naissance à l'humanité, mais on finit par se comporter comme les enfants de cette humanité-là. On finit par suivre ce que des gens qui sont arrivés avant-hier font, qui ne sont pas forcément les choses les plus magnifiques ou les plus élémentaires. On va être très clair. Entre Macron et Hollande, il y a eu un changement de casting, évident. On avait un gars qui était surnommé Flamby en France, qui n'avait pas vraiment une très grande densité politique. Et Macron est quelqu'un qui est très dans le symbolisme sans doute maçonnique d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est la réalité qui est la sienne. Mais nous autres Africains, il est temps qu'on regarde aussi la politique en fonction de notre propre paradigme. On a nos propres réalités, on a nos propres principes, on a nos propres fondations. Tant qu'on ne sera pas capable d'être dans cette démarche-là, il y a un certain nombre de choses qui ne pourront pas être effectuées. Voilà, autre sujet en Afrique, l'Afrique du Sud par exemple, où l'ex-président Jacob Zuma a perdu son fauteuil, rappelé par l'ANC, le parti qui dirige l'État depuis 1994. Est-ce que cette décision de rappeler le président se justifie, selon vous, Kémy Séba? Zuma est le symbole de la mafia politique qui a gangréné l'Afrique du Sud pendant très longtemps. Et j'ai envie de vous dire que il fallait arrêter l'apartheid, donc essayer de mettre off des mafieux blancs pour mettre à la place des mafieux noirs, j'ai envie de dire que United Color of Mafia, ça existera toujours. Et nous, notre principe, il est ailleurs. Il est de nous dire qu'il faut, comme le disait Winnie Mandela, qui est la vraie héroïne de cette lutte en Afrique du Sud, on met toujours Nelson. J'aime bien Nelson. 27 ans de prison, ça se respecte, j'en ai fait pour mes convictions politiques, donc je sais à quel point 27 ans de prison, il faut être capable de se taire et d'écouter. Ça, je le dis de manière très claire. Ceux qui le critiquent de manière parfois démesurée, je pense qu'il faut toujours faire preuve de mesure. Mais la vraie héroïne, la vraie résistante, celle qui voulait une vraie rupture épistémologique avec le système en place de prédation en Afrique du Sud, c'était Winnie Mandela. Et Winnie Mandela disait que tant qu'on n'aura pas un changement social à la tête de l'Afrique du Sud, et tant que qu'on ne fera pas cesser cette bourgeoisie noire, malfaisante, qui a remplacé la bourgeoisie blanche, rien ne changera. Et donc Zuma viré, c'était la moindre des choses. Comme le disait Julius Malema, il fallait mettre un terme aux actions mafieuses de ce président qui a trahi tant d'aspirations du peuple, d'accord, clairement. Maintenant, la véritable question qu'il faut se poser, est-ce que son successeur, qui était son grand copain, est l'homme du changement? C'est une question de fond qu'on a le droit de se poser. Pour vous aujourd'hui, est-ce que l'ANC continue d'être la solution? Un système comme celui-là, faut-il toujours l'encourager? L'ANC a pris des coups. L'ANC a été capable de donner du sang, suer sang et eau, pour que le pays puisse essayer de se libérer. Mais une lutte pour la libération n'est pas une lutte pour la construction. Et quand les anciens combattants deviennent les premiers prédateurs sur le terrain économique avec leurs collaborateurs blancs, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, les bourgs, le pouvoir suprémaciste blanc en Afrique du Sud a été mis de côté, en première ligne. Mais sur le terrain économique, ils ont toujours gardé leur pouvoir. Ça n'a jamais changé. Le pouvoir bourg n'a jamais perdu son pouvoir en Afrique du Sud. On a juste mis, puisqu'on est un peuple qui aime la représentation, on a dit, bon, vous voulez des Noirs, on va vous mettre des Noirs au pouvoir. Des Noirs qui ont été cooptés, des Noirs qui ont été dans cette bourgeoisie intégrale. Mais bien souvent, il y a une corrélation, une collaboration entre le pouvoir, la bourgeoisie noire et la bourgeoisie blanche. Et c'est ça le véritable problème de fond en Afrique du Sud.
Alors, l'Afrique du Sud, c'est aussi un parti qui représente carrément l'État. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qu'il faut encourager dans nos démocraties en Afrique? Doit-on avoir plusieurs blocs politiques, puisque le débat fait rage actuellement dans des pays comme le Bénin notamment? Est-ce qu'on doit encourager les blocs politiques ou bien permettre à tout le monde ou à tous ceux qui ont envie d'aller en politique d'avoir sa représentation, d'avoir sa formation politique? Je vous réponds, ça me permet de rebondir sur un point aussi par rapport à la question précédente. L'ANC a saigné, mais l'ANC a montré son échec. Il faut qu'on soit très clair sur cette réalité-là. D'accord ? Maintenant, la question de fond qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a des alternatives politiques crédibles dans ces pays-là, notamment en Afrique du Sud, pour pouvoir contrecarrer le message de fond qui est donné par l'ANC dans ce pays? Et est-ce que cette équation-là du multipartisme qui nous a été exposée par l'Occident est l'essence même de la vie politique? Moi, je ne suis pas certain. Quand on est au sein d'un peuple qui est un peuple où l'harmonie politique règne, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessaires d'exister pour montrer qu'il y a des différences, des divergences. Parfois, Marcus Garvey disait « un but, un peuple, une seule destinée ». C'est le message de bon nombre de pays, sauf que quand certains autocrates prennent le pouvoir, ils finissent par vouloir uniformiser le pays et refuser que différents blocs puissent exister. Je conclue juste en vous disant une chose. Julius Malema en Afrique du Sud est la plus grande illustration à l'heure actuelle que c'est pas tant la question du multipartisme ou du monopartisme qui doit être prise en compte, mais c'est la question de la justice sociale qui doit être prise en compte. Et aujourd'hui, tous ceux qui élèvent la voix pour dire que l'ANC est dans une mauvaise voie aujourd'hui en Afrique du Sud sont exclus. Winnie Mandela, même si elle est toujours apparentée à l'ANC, est très mal vue à l'intérieur de l'organisation. Julius Malema a été exclu et un certain nombre d'autres personnes ont été exclues. Donc je pense que la question ne se pose pas dans ces termes de multipartisme ou monopartisme, la question se pose dans ces termes de est-ce que l'élite politique est en harmonie avec la réalité du peuple? Moi, à titre personnel, si Sankara était encore vivant, eh bien, je pense que le monopartisme au Burkina Faso aurait beaucoup plus de sens parce qu'il arrive un moment où il ne faut pas qu'on soit dans cette volonté de montrer différence pour montrer différence. Il faut qu'on soit capable d'être en harmonie avec les velléités du peuple, les volontés du peuple, et qu'on avance dans la même direction. Mais il y a d'autres pays où quand ce sont les mafieux qui sont au pouvoir, il vaut mieux que ceux qui sont sur le côté puissent tôt ou tard être capables de se faire entendre. C'est mon souhait pour Julius Malema. Afrique du Sud, Libéria, comme également le Zimbabwe, chacun en début de mandat, j'allais dire, avec des réformes qu'ils entendent ces différents présidents implémenter pour atteindre leurs objectifs. Les réformes agraires aujourd'hui constituent des questions qui suscitent beaucoup d'intérêt dans ces pays-là. L'exemple du Zimbabwe, où on parle déjà d'expropriation sans dédommagement et non pas de vol. Est-ce que pour vous aujourd'hui, revenir sur ce terrain sur lequel l'ancien président zimbabwéen s'était cassé les dents, c'est une solution qui pourrait relancer les choses? Mais l'expropriation, moi je dis plus même la récupération de ce qui revient de droit aux populations locales. Il y a des gens qui sont là depuis X temps, qui vous volent vos terres, qui volent vos maisons, qui vous disent vous allez dormir dehors, qui violent femmes et enfants parfois, et qui disent le pays nous appartient, ils changent le nom du pays, ils disent ça leur appartient, et quand on leur reprend la terre, ils disent oui, nous sommes expropriés. Il y a un moment, il faut faire preuve de sérieux. Partout où ils sont allés, certaines entités, ils ont mis de côté l'humanité locale qui était présente, l'humanité endogène qui était présente. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette logique de récupération des terres. Maintenant, si ça ne se fait pas avec un sérieux politique, si ça ne se fait pas avec une formation politique, une formation économique et une formation par rapport au travail de la terre, eh bien ceux qui auront récupéré ça vont leur rendre la queue entre les jambes parce qu'ils n'auront pas été capables d'être en harmonie avec les intérêts du peuple. Et c'est pour ça que je dis que les premiers responsables de ce travail de récupération de la terre, ça doit être nos dirigeants qui doivent pousser la population locale à se former pour gérer la terre. Nous ne sommes pas moins bons que les autres. On a géré nos terres pendant des siècles et des siècles, bien longtemps avant leur arrivée. Pourquoi maintenant que ces derniers sont là, on se dit qu'on n'est pas capable de le faire? Il faut tuer ce complexe d'infériorité et il faut être capable de se former, de s'autocritiquer, de se questionner et ne pas dire simplement le problème c'est on récupère la terre et tout va bien se passer. Ce qui s'est passé avec Mugabe est l'illustration du fait que Mugabe n'a pas donné et n'a pas poussé les populations locales à être dans ce processus de formation réelle par rapport à cette terre-là, et c'est pour ça qu'ils se sont cassés les dents sur ce terrain. Mais c'est la moindre des choses. Il faut voir comment ça se passe en Occident ou ailleurs. Quand quelqu'un vole, on ne vous dit pas, quand vous reprenez au voleur, on ne dit pas au voleur, le voleur est exproprié. On dit, le voleur est jugé pour ce qu'il a volé. Tout simplement. Ceux qui sont en Afrique du Sud, le pouvoir bourg, ont volé des terres qui ne leur appartiennent pas. Ces malfrats ont volé des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est un projet colonial et suprémaciste occidental qui a été effectué là-bas. Que ces terres soient récupérées par d'autres, c'est la moindre des choses, mais il faut un travail de justice sociale désormais. Alors, Kami Seba, le principal parti d'opposition, l'ADA, en Afrique du Sud, estime qu'on ne devrait pas faire cette réforme-là
parce que cela remettrait en cause l'équilibre économique du pays. C'est un grand risque que l'ANC est en train de prendre aujourd'hui, même si l'initiateur de cette loi-là à l'Assemblée, c'est Denis Maleba, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas plutôt préserver l'équilibre économique du pays, quitte à tomber, par exemple, dans les travers du Zimbabwe, comme vous en avez parlé? Le parti d'opposition, le problème, c'est qu'ils ont un bon nombre de liens, quoi qu'ils en disent, avec les autorités du pouvoir bourg. Donc, main qui donne, main qui dirige. Quand vous êtes financé par certains, vous chantez les louanges de ces derniers. Ils font les cocoricots, ils font les perroquets. C'est un parti aujourd'hui dirigé par des Noirs. Mais Compaoré était noir aussi, pourtant c'était joué des Blancs. Le président ivoirien est plus noir que mes chaussures, mais je crois qu'il est très proche de l'Élysée et du pouvoir Macron. Donc c'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes quelqu'un qui défend les intérêts des Noirs. Il y a des Noirs qui sont des traîtres à leur cause, et il y a des Blancs qui peuvent d'ailleurs ne pas être noirs, mais qui veulent plus parfois le développement même de l'autodétermination africaine que certains Noirs eux-mêmes. C'est une réalité. Donc moi je suis à 1 milliard de %, je me range derrière la démarche. Il peut y avoir des accords sur certains points, mais Julius Malema, qui est quelqu'un d'ailleurs, on a le même âge, on est de la même génération, est quelqu'un qui essaie en Afrique du Sud de faire ce travail que nous essayons de faire à l'échelle du continent africain, c'est-à-dire de pousser nos populations à l'autodétermination. La société civile, ces derniers temps en Afrique, se mobilise de plus en plus. Est-ce que pour vous, cela traduit quelque chose? Ça traduit le fait qu'il y a un monde politique ancien qui est en train de s'effondrer. Le monde politique que nous voyons, de gauche, droite, libéraux, socialistes, marxistes, la plupart du temps, les gens se revendiquent d'ailleurs de catégories idéologiques, politiques qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que certains vont vous dire parfois ils sont des socialistes, mais ils ont une politique ultralibérale. Certains vont vous dire qu'ils sont libéraux, mais ils ont une politique socialiste. C'est-à-dire qu'on a pris des concepts complètement exogènes sans être capable de les digérer, parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec nos réalités. Et on a fait un système politique hérité de la colonisation qui était adapté aux réalités exogènes, pas endogènes. Et pendant très longtemps, la politique a été synonyme de politriche. C'était pas des politiciens, c'était des politricheurs. Il y a eu un certain nombre de corruptions systémiques, endémiques, qui étaient inhérentes à ces réalités qui le sont encore aujourd'hui, aux réalités politiques que nous voyons aujourd'hui. Et le peuple voit. Le peuple a un bon sens. Quand on dit le bon sens populaire, c'est pas une expression fortuite, c'est une expression qui existe parce que le peuple a des yeux et un cerveau pour voir. Et quand il voit à un certain moment que les dirigeants viennent au pouvoir non pas pour servir le peuple, mais pour se servir de leur poste, pour se remplir les poches sur le dos du peuple, il arrive un moment où le peuple dit il est temps qu'on s'organise. Il y a un adage qui dit « De l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance ». Le peuple se sent ostracisé depuis des années, depuis la période des indépendances, et se dit qu'il est temps aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi aujourd'hui la société civile est devenue pour beaucoup le centre de gravité de ces réalités. Et j'en reviens parce qu'on n'a pas conclu un truc sur l'Afrique du Sud, j'ai pas dit comme le fond de ma pensée. Ramaphosa, qui dit qu'il est en lutte anticorruption, qu'il est quelqu'un qui veut changer le système politique, mais qui reprend du vieux ou qui veut faire du neuf avec du vieux. N'oublions pas quand même que Ramaphosa est le symbole de cette bourgeoisie noire aussi. Il dit qu'il lutte contre la corruption. Il dit que lui-même, il veut qu'il y ait un changement de fond dans la société sud-africaine. N'oublions pas les mines de Marikana, si je ne m'abuse. Il a été homme d'affaires. Il l'est toujours. Est-ce que c'est un passé qu'on doit lui reprocher? Personne ne doit lui reprocher ça, mais les mines de Marikana, c'est quand même un grand problème de justice sociale qui s'est passé, un drame qui s'est passé pour le prolétariat noir en Afrique du Sud. Tous les hommes d'affaires ne sont pas impliqués dans des drames sociaux tels que ceux-ci, qui font qu'aujourd'hui, quand vous allez en Afrique du Sud, comme j'ai eu l'occasion d'y aller, un certain nombre de gens peuvent avoir une dent réelle contre le président, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. C'est pour ça que je dis que tôt ou tard, il faudra qu'il y ait une réforme aussi de ce système politique qui soit beaucoup plus en harmonie avec les réalités, je pense, du peuple. On parlait tout à l'heure de la société civile. Dans certains pays, on a des organisations de la société civile qui font la mutation, qui rejoignent l'arène politique et qui forcément ne se comportent pas comme elles le faisaient hier, quand elles étaient dans leur position. Est-ce que forcément, vous ne trouvez pas là qu'il y a un pont dont on se sert parfois pour atterrir dans le milieu politique pour finalement faire comme les autres? Parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas comment dirais-je, motivés par des volontés de rupture de fond. Ce sont des gens qui sont pareils, qui voient la politique comme un outil d'ascenseur social. Moi, j'en connais plein, des mouvements de la société civile. Je les ai connus quand ils ont commencé, ils étaient musclés comme mon doigt. Et puis, du jour au lendemain, ils deviennent larges, comme la grenouille qui mange. Parce qu'ils se sont enrichis. Parce que les financements exogènes leur ont permis de faire un certain nombre de choses. Et après, ils rentrent dans l'arène politique et ils font parfois pire que ceux qui sont présents. C'est une réalité de gens qui ne sont pas dans une dynamique de patriotisme, qui ne sont pas dans une dynamique
dynamique d'autodétermination, qui ne sont pas dans une dynamique de justice sociale. Et la justice sociale est le fin mot quand on mène un combat politique. Tant qu'on n'est pas obsédé par ce principe, et on va toujours être capable de maintenir ces différences de classe qui existent profondément à l'intérieur du continent africain, où on a des populations extrêmement riches d'un côté et la majorité de la population qui est extrêmement pauvre et qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et Kémy Séba, on a l'impression à vous entendre parfois que il y a beaucoup de diatribes à l'endroit des dirigeants africains en général. Émanant de moi ? Émanant de vous. Ah, okay. Est-ce qu'il y a, selon vous, un modèle de chef d'État aujourd'hui, peut-être en Afrique au sud du Sahara, qui mérite qu'on l'accompagne Je vais être très clair. Moi, je ne suis pas dans la diatribe, ou en tout cas pas dans la gratuité de la diatribe. C'est-à-dire que je dis une chose en fonction de ce que je vois et je ne ménage personne, que ce soit quelqu'un qui me soit proche ou qui ne me soit pas, si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, de la même façon que je ne me ménage pas dans un certain nombre de choses. Et on dit toujours que charité bien ordonnée commence par soi-même, donc l'autocritique doit être quelque chose de perpétuel pour nous tous si on veut être capable d'avancer, aussi bien pour moi que pour nous tous. Maintenant, pour ce qui est de ces présidents, si je les critique, il y a des raisons. Ils ont démissionné de leur mission, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire à leur sujet. Et est-ce qu'il y a maintenant à l'heure actuelle en Afrique un président qui trouve, grâce à nos jeux, très clairement, à nos yeux, c'est le président du Ghana, qui aujourd'hui est en train de mener un travail de fond, d'indépendance économique. Ils viennent de quitter le FMI, ils veulent quitter, d'autodétermination, il est en train d'insérer le patriotisme, ou de le renouveler, même si le Ghana, je veux dire, un pays qui a connu Nkrumah et Rawlings, n'est pas en difficulté sur le terrain du patriotisme et du panafricanisme, mais il est dans une droite lignée. Il mène un travail. Pourtant, quand on étudie un petit peu le parcours de cet individu, je n'étais pas quelqu'un qui, auparavant, je ne me doutais pas, à titre personnel, qu'il allait être le président modèle qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Il vient d'un monde quand même où l'ultralibéralisme est plus que jamais globalisé, et il est en train de mener un travail de justice sociale qui peut questionner et qui montre qu'il est possible aujourd'hui encore, contrairement à tous les gens qui trahissent leur mission à la tête de nos États, il est encore capable de servir le peuple et non pas de se servir du peuple. Donc ça donne de l'espoir. Il y a d'autres présidents qu'on essaie de nous imposer régulièrement. Moi, je vais être très clair sur une chose. Par exemple, le président Kagame, dont on entend tout le temps parler comme modèle. Kagame fait un travail pour son pays sur lequel il faut qu'on soit capable d'être pragmatique. C'est parti du chaos jusqu'au néant. Du chaos plutôt jusqu'à un pays qui compte aujourd'hui sur le continent africain. Mais je ne pourrai jamais chanter les louanges à Kagame tant que je sais que Kagame est lié directement au drame qui se déroule au Kivu. Je ne peux pas. Alors, est-ce qu'il est le seul? Il y a aussi des pouvoirs, des autorités congolaises qui, malheureusement, démissionnent. Il ne faut pas qu'on dise que ce n'est que le pouvoir, l'oligarchie Tutsi qui est mêlé à ça. Certains Congolais sont dans cette corruption et acceptent et participent donc à ce drame-là. Mais tant que Kagame sera lié au vol du coltan et au viol des femmes dans la région du Kivu, etc., je ne pourrais pas considérer ce dernier comme un modèle. La responsabilité, elle est pointée par qui? Par vous? Par tous les observateurs. Tous les observateurs savent... Selon quelle preuve, Kémy Séba? Mais écoutez, il faut juste lire un petit peu. Je vous encourage à lire le géopoliticien Patrick Beko, qui est spécialiste de cette question depuis tant d'années, qui est un spécialiste reconnu de cette question, et d'autres personnes qui disent qu'aujourd'hui, le Rwanda est lié au pillage des matières premières, même des torchons comme Jeune Afrique, qui ne sont pas des références pour moi, savent aujourd'hui qu'il y a une responsabilité réelle du Rwanda dans ce qui se passe du côté du Kivu. Et donc on ne peut pas parler de panafricanisme quand vous occupez uniquement de développer votre pays. Et on peut d'ailleurs en discuter sur bon nombre de points, mais que de l'autre côté, un certain nombre de choses ne vont pas pour le pays voisin, puisque vous pillez les autres. Le panafricanisme, c'est pas le mono-africanisme, c'est pas on développe son pays au détriment des autres qu'on écrase. Le panafricanisme, c'est être capable d'être dans cette logique d'élever tout le monde, de faire en sorte que tout le monde s'élève. Tant qu'il n'y aura pas une démarche de justice sociale partout, on ne pourra pas avancer. Donc, ce n'est pas l'enquêteur ou le détective privé Kémy Séba qui a dit ça, ce sont des géopoliticiens réguliers, spécialistes de ces questions, des grands lacs qui en parlent depuis de nombreuses années, bien longtemps avant que Kémy Séba même soit activiste politique. Oui, mais depuis 20 ans maintenant. Qu'est-ce qui aurait été possible s'il n'y avait pas
cette volonté ou cette accointance-là entre les autorités congolaises elles-mêmes et ces forces en griffe, forces du mal. Si vous ne permettez pas aux autres chefs d'État de venir faire leur business chez vous, eh bien, cela ne se passerait pas. Donc cela pointe aussi la responsabilité des chefs d'État ou des chefs ou des dirigeants congolais. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que ce sont des responsabilités partagées. Après, bon, on peut aller encore plus loin dans le détail parce que certains vont vous dire, d'ailleurs peut-être à juste titre, que le président congolais est très lié aussi à l'oligarchie rwandaise pour un bon nombre de points. On ne va pas rentrer dans les détails, ou à l'oligarchie tutsi, on ne va pas rentrer dans les détails sur ce terrain-là. Moi, ce que je veux vous dire de manière très claire, c'est que le but n'est pas d'être dans du tribalisme. Le but n'est pas d'être dans une condamnation d'une caste, d'une catégorie de la population. Je refuse ça. C'est pour ça que parfois j'ai des désaccords avec certains même de mes frères congolais qui aiment parfois trop essentialiser. Mais il faut qu'on soit capable d'appeler un chat un chat. Oui, le pouvoir Kabila est très lié au pouvoir Kagame. Et oui, ces deux-là contribuent directement au viol des femmes au Kivu. Je vous encourage à écouter le travail et à suivre le travail du docteur Denis Mukwege, d'accord, un médecin de Panzi qui soigne de manière extraordinaire les femmes brisées là-bas. Tout le monde sait ce qui semble être un tabou ici, qui est que le pouvoir rwandais a une responsabilité dans ce qui se passe là-bas. Et quand j'entends des gens qui me disent c'est un modèle pour le panafricanisme, je dis c'est peut-être un modèle pour l'oligarchie rwandaise, mais ça ne peut pas être un modèle pour le continent africain tant qu'on est dans cette démarche de vouloir booster son pays au détriment du pays voisin. Moi, l'Afrique, ce n'est pas le Bénin, le Cameroun, le Niger, c'est un ensemble. Vous parliez du Ghana tout à l'heure, Nana Akufo-Addo, qui entend se passer de l'aide financière du Fonds monétaire international. Quand on a vu certains présidents de par le passé s'engager sur des voies comme celle-là, et vu leur fin, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas des appréhensions déjà par rapport au premier pas que pose, à ces pas-là que pose Nana Akufo-Addo? La fin de l'esclavage, ça signifie la volonté de quitter la plantation. Il est plus facile de rester sur un terrain qu'on connaît, qui est la plantation. Vous avez un repas matin, midi, soir. Vous avez des coups de fouet de temps en temps quand même. Les sanctions du FMI, quand vous ne suivez pas, c'est leur desiderata exactement. Et de travailler dur, c'est harassant. Parce que le FMI, c'est l'esclavage économique. Les plans d'ajustement structurel, c'est l'esclavage économique où on vous astreint à la résidence des besoins les plus vitaux, les plus nécessaires pour le peuple, pendant qu'on laisse les multinationales occidentales prendre un certain nombre de marchés dont ont été privés les entreprises locales sur bon nombre de points. Que ce président ghanéen sorte de cette plantation, c'est risqué. On sait comment ça s'est passé pour bon nombre de présidents, mais aucune libération ne se fait simplement. Aucune libération ne se fait avec facilité. Aucune libération ne se fait avec simplicité. Et il faut qu'on soit capable de comprendre que même si c'est un chemin risqué, c'est le seul chemin qui vaille si on veut être capable d'avancer. C'est la seule solution. Ok, M. Ba, on a par exemple vu au Niger la mobilisation de la société civile contre le budget 2018 où on a estimé que le gouvernement ne pensait pas trop aux populations. Est-ce que c'est un cas qui vous édifie? Quel est votre avis par rapport à ce procès fait au budget qui respecterait un peu trop le format FMI? Écoutez, moi, toute mobilisation qui est effectuée dans la société civile et qui va dans le cadre de cette logique d'autodétermination me parle. Toute mobilisation qui est faite dans les rues africaines et qui va dans le sens de pousser nos populations à aller vers beaucoup plus de contrôle vis-à-vis de l'élite, l'oligarchie économique internationale, là ça me posera problème. Il se trouve qu'au Niger, les gens, je pense, veulent être beaucoup plus dans une voie de s'autodéterminer. C'est ce que je ressens. Le Niger est une plantation à ciel ouvert. C'est un sol qui est tellement riche que quand je vois des pays aujourd'hui qui sont présentés comme des Eldorado économiques, on regarde le Qatar, on regarde ces pays-là dans la péninsule arabique, mais ces pays-là ne sont rien par rapport à ce que nos pays pouvaient être si nos dirigeants étaient capables de cesser la mendicité et de brader leurs richesses au plus offrant. Moi, ma réalité par rapport au Niger, je ne le cache pas, le président, le gouvernement nigérien est un gouvernement qui me pose problème, réellement, qui a vendu déjà sa souveraineté au plus offrant depuis très longtemps, et je serai toujours du côté de ceux qui manifestent dans les rues pour faire en sorte qu'il y ait un changement réel de fond dans ce pays. Voilà.
brader les richesses du pays aux plus offrants. Le président ghanéen parlait de ces dollars qui sortent, de ces milliers de dollars qui sortent du continent. La lutte contre la corruption, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on parle d'autodétermination, quand on a ces présidents qui arrivent parfois portés par la ferveur populaire, il y a un travail sérieux qu'il faudrait faire de ce côté-là? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut y avoir de souveraineté, d'autodétermination sans bonne gouvernance. Il ne suffit pas de dire « oui, nous voulons être souverains, laissez-nous gérer nos affaires » et puis après vous vous comportez comme des malfrats pires que les colons. Ça, c'est évident qu'il faut qu'il y ait un travail d'autodétermination et de nettoyage sur le terrain économique qui soit effectué et de moralité patriotique qui soit effectuée de telle sorte qu'on ne puisse pas, un politicien ne puisse pas se lever et se dire que je vais me servir dans les caisses de l'État. C'est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas envisageable. Et donc, oui, de facto, la bonne gouvernance doit être une priorité pour nos États, pour nos pays. Le président qui arrive doit être capable d'être dans cette logique de comprendre que s'il ne respecte pas cette souveraineté populaire dont on parlait dans le contrat social de l'autre, Jean-Jacques Rousseau, eh bien, il n'y a pas de possibilité que le dirigeant puisse durer, parce que si vous ne servez pas le peuple, il est temps que le peuple vous mette de côté. Moi, c'est la réalité profonde que je ressens, que je pense. Je suis quelqu'un qui est un amoureux du livre vert de Kadhafi, avec certaines nuances évidemment, et je pense que l'autodétermination systémique du peuple avec une compréhension réelle de la bonne gouvernance doit être l'obsession prioritaire pour les nôtres. Voilà, Camille Seba, vous avez animé une conférence de presse récemment où vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Vous étiez récemment en Russie. Vous avez estimé que la Russie est un pays qui aujourd'hui peut aider dans le combat que vous êtes en train de mener. Pourquoi ce choix-là ? Je pense que le sujet n'est pas bien posé. Je n'ai pas dit que la Russie peut aider dans le combat qu'on est en train de mener. J'ai dit que quand un médecin veut étudier des nouvelles techniques, un chirurgien d'opération, eh bien, il se renseigne auprès de ceux qui sont réputés pour opérer et qui obtiennent des résultats dans la dynamique qui est la leur. C'est ce qui justifie ce choix-là. Nous parlons avec tous les mouvements et tous les pays qui sont opposés au mondialisme occidental, ultralibéral, d'accord, atlantisme, peu importe le nom qu'on veut lui accoler, qui est en train de se poser aux quatre coins du monde. Il y a une oligarchie occidentale qui veut uniformiser le monde et il y a des blocs qui résistent à cette occidentalisation. Nous sommes proches des Boliviens, les gens n'en parlent pas. Nous sommes proches des Vénézuéliens depuis l'époque Chavez, les gens n'en parlent pas. Nous sommes proches j'étais proche, beaucoup moins maintenant, à l'époque où Ahmadinejad était au pouvoir, était beaucoup plus influent. Aujourd'hui, le nouveau régime en Iran ne me parle pas, parce que très occidental, donc je prends mon recul. De l'autre côté, enfin très occidental, n'exagérons rien non plus. Nous avons été en Russie, nous avons rencontré Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers les plus influents de Poutine. On a parlé, on a partagé des expériences par rapport à la manière dont eux résistent à cette occidentalisation du monde, parce qu'ils sont confrontés eux aussi aux mêmes problèmes. Et discuter avec toutes ces entités n'empêche pas que nous sommes les seuls à pouvoir gérer nos propres problèmes. Personne, il n'y a aucun Sebabov ou Moskovov ou je ne sais autre qui va régler le problème des Africains à la place des Africains eux-mêmes. Poutine n'est le messie de personne, ne sera jamais le mien. Nous ne touchons pas d'argent de la Russie, nous n'en toucherons jamais. D'accord, qu'on soit très clair. S'ils veulent inviter, c'est juste pour les billets d'avion, chose qui se fait, il n'y a pas de problème. Pour le reste, nous sommes dans cette voie de nous autodéterminer. Et quand nous voyageons à différents endroits, c'est pour partager des expériences politiques, voir comment les choses se déroulent. Le combat civique dans lequel nous nous installons sur le continent africain et notamment au Bénin, s'inspire aussi de nos voyages. Quand on va dans certains pays et qu'on voit notamment, que ce soit en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, qu'il y a des jeunes qui sont formés politiquement pour prendre soin de leur ville, pour prendre soin de leur pays, pour servir la population, ben, quand je reviens sur le continent africain, c'est quelque chose qui me parle et je me dis, il faut, si ça a été capable d'être fait dans d'autres pays révolutionnaires, c'est bien que ça soit fait chez nous. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des pays qui souffrent de diabolisation parce qu'ils s'opposent à l'occidentalisation et donc on dit Kémy Séba veut quitter la France pour aller vers la Russie. On ne va vers personne si ce n'est vers nous-mêmes. Ce n'est aucun Russe qui va nous aider. Ce sont nous autres, les Béninois. Et je dis avec tout le respect que j'ai pour le président Mathieu Kérékou, qui lui avait été dans une ligne révolutionnaire très russe, on va le dire, communiste à l'époque. Ce n'est pas notre démarche. Le multipolarisme, la multipolarité, et plus précisément aujourd'hui, c'est accepter que chaque bloc civilisationnel se développe en fonction de sa propre réalité. Moi, je n'ai pas envie du modèle russe en Afrique. Ils vont nous apporter quoi ? Par contre, la manière dont ils sont capables de refuser ou de résister
à ces tentatives de pénétration globaliste, ultralibérale à l'intérieur de leur pays et pro-occidental, c'est quelque chose qui me parle. Et donc, voilà, c'est pour ça que je peux être proche du gouvernement bolivien, je peux être proche du gouvernement russe, je peux être proche de différents endroits, mais je sais une chose, personne ne réglera les problèmes de l'Afrique à la place de l'Africain lui-même. À votre dernière sortie, quand vous restituez les différentes démarches menées, vous avez parlé entre autres de ce soutien que vous entendez apporter à ces partis politiques qui désormais soutiendront, seront dans la logique de l'autodétermination. Quand une ONG s'inscrit désormais dans cette logique, est-ce que ce n'est pas son statut même qui s'en va être modifié là, l'admettez-vous? Organisation non gouvernementale, ça, comme son nom l'indique, on n'est pas une organisation qui soutient le gouvernement, quel qu'il soit, ou qui s'oppose à lui. Par contre, on s'oppose à ceux qui veulent brader notre pays. C'est dans les statuts de notre ONG. On est une ONG parapolitique, pour ne pas dire politique. Politique, politéia, participation à la vie de la cité. Même le boucher dans la street, excusez-moi de parler clairement, crûment, est politique. Même le vendeur d'arachide ou la vendeuse d'arachide le matin est politique. Tout le monde est politique, d'accord? Et nous, quand nous voyons que, de manière systémique, nos dirigeants sont ce qu'on appelle, étymologiquement parlant, quand on parle de ministre vient du latin ministère qui signifie serviteur, nos dirigeants sont des ministères, des serviteurs de l'Occident, d'accord? Ce sont des ministres de l'Occident. On le voit quand on voit Macky Sall, qui est capable d'amener son conseil des ministres d'ailleurs en France, où il est co-géré ou co-dirigé par des ministres français. Cela nous rappelle à quel point le système de décolonisation n'a jamais été effectué. Eh bien, nous, notre responsabilité, c'est de nous dire, nous avons été capables de mobiliser des foules un peu partout sur le continent africain pour les questions relatives à la souveraineté monétaire. Nous sommes capables, et nous le ferons, si nous voyons que certains pays ou certains partis politiques bradent la libération, la liberté de nos populations, eh bien, nous soutiendrons les partis les plus patriotiques dans cette démarche-là. Et peut-être qu'un jour, plutôt même que de soutenir certains partis politiques, eh bien, on se jettera dans l'arène si c'est la seule voie pour que notre population puisse prendre en main sa propre destinée. Voilà, la réponse est claire. Donc, Kémy Séba, politicien, c'est possible. Ah non, nous sommes tous, vous êtes politiciens. Mais bon, vous êtes en train de parler politique. Dans l'arène politique, en train de demander un mandat électif, c'est possible. Mais moi, le seul mandat qui m'intéresse, c'est quand le peuple, partout où je vais, nous reçoit avec les honneurs et nous parle en nous disant que ce que vous faites pour le peuple, c'est ce dont le peuple a besoin. Voilà. Partout où nous allons, d'Afrique jusqu'aux Caraïbes ou en Occident, c'est ce que la rue nous dit. Maintenant, mandat électif, ce n'est pas ma préoccupation. Je vais être très clair avec vous. Dans ce système politique caricatural et corrompu, altéré par rapport aux principes démocratiques et d'autodétermination avérés, eh bien pour l'instant, il est clair que pour nous, ce n'est pas notre réalité. Maintenant, j'ai appris... Lorsque vous faites aujourd'hui un état des lieux, vous trouvez plusieurs partis politiques qui partagent déjà cet idéal. Ce que je veux dire, c'est que, juste pour finir ma phrase, après je réponds à votre question, c'est que dans l'état actuel des choses, de toute façon, les histoires de mandat électoral, ce n'est pas du tout notre préoccupation, notre priorité. Notre priorité, c'est de servir le peuple. Mais j'ai appris avec le temps de ne jamais dire jamais. Donc, il faut faire attention, d'accord? Mais nous servons le peuple et nous irons jusqu'au bout. Si maintenant le peuple nous pousse à aller vers autre chose et souhaite que nous soyons dans autre chose, nous le ferons, nous irons à un autre niveau. On n'en est pas du tout là. Pour l'instant, on sert le peuple au niveau où nous sommes. Pour rebondir sur votre question... Un état des lieux aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de partis qui partagent cet idéal-là? Qui est le nôtre? Oui, que vous allez pouvoir soutenir? Il y en a quelques-uns. Kémy Séba, nous allons parler aussi du projet de... Vous savez, qu'il y ait des partis ou qu'il n'y en ait pas, la rue, elle, est indivisible. La rue existe. Et la rue africaine, lorsqu'elle se mobilise, demandez à ceux qui ont été là lors du printemps arabe, même si ce n'est pas un bon exemple, puisqu'il y avait des manipulations exogènes qui étaient là pour orienter un peu les choses. Mais quand le peuple se lève, c'est Sankara qui disait l'impérialisme tremble. Je change un petit peu les choses en disant que quand le peuple se lève, les marionnettes africaines pro-occidentales tremblent. Alors, le projet de monnaie unique de la CEDEAO, votre avis là-dessus? Vous en avez parlé aussi lors de votre sortie. Quand j'entends le président nigérian ou ghanéen s'inquiéter du sérieux de la monnaie ou de la capacité des pays d'Afrique francophone à répondre aux conditions précises et prérequises pour que cette monnaie se mette en place, on a le droit de s'interroger. On l'observe. J'ai aucun enthousiasme pour l'instant. Il y a une chose qui est certaine, le seul enthousiasme que j'ai, c'est que je constate une chose. Nous avons été capables de mettre au centre du continent africain la préoccupation de la souveraineté monétaire. Et si ces dirigeants-là ressortent aujourd'hui un projet qui date des années 80 et que personne ne voulait sortir du tiroir, c'est parce qu'ils ont la pression par rapport aux mobilisations de la rue. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est que quand la rue se mobilise, c'est les marionnettes qui sont à la tête de nos États, pas toutes,
tous ne sont pas des marionnettes, mais beaucoup tremblent. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que cette monnaie de la CEDEAO est une entourloupe? Quand j'entends Alassane Dramane Ouattara appeler de ses voeux avec grande volonté à la conception et la fabrication de cette monnaie, de la CEDEAO, on est en droit de s'inquiéter parce que quand le porte-parole de l'Occident veut que la monnaie CEDEAO puisse être établie, on est en droit de se dire que, mon Dieu, si leur porte-parole veut que cette monnaie arrive, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Nous verrons avec le temps, nous avons des yeux pour voir et nous demandons une chose, qu'il y ait une grille de visibilité réelle pour la population. Il est temps que ces gens-là arrêtent de parler entre eux, être dans l'entre-soi et couper la population par rapport à des choses qui concernent la population en priorité. Il faut que cette chose-là soit mise en place et c'est là où on pourra être capable d'avancer. Camille Seba, dernière question en 30 secondes, chrono. C'est déjà passé assez vite. Oui, voilà. C'était déjà, ce sera déjà tout. Hein, mais bon, vous avez parlé d'action civique, notamment de nettoyage dans la ville de Cotonou, rapidement. Notamment, comme vous dites, parce que ça ne va pas être la seule action. On est dans cette démarche de vouloir pousser la jeunesse à non plus se plaindre de ce qui ne va pas, mais à proposer quelque chose en fonction de ses propres aspirations. Nous voulons une génération qui prend soin de son pays, qui prend soin de son peuple, qui arrête de se dire « Oh, on n'a pas ceci, on n'a pas cela ». Il y a un adage qui est celui de notre ONG qui dit ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. C'est la démarche qui est la nôtre. Saturne Diossou. Par rapport à l'actualité politique au Bénin, chez vous, rien à dire par rapport à ce qui se passe? De toute façon, on ne vous entend pas vous prononcer. Beaucoup de choses à dire, mais si je ne me prononce pas, j'ai chaque chose en son temps. Voilà. Camille Seba. Chaque chose en son temps, mais beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe au Bénin. La seule chose que je peux énoncer, c'est que on ne pourra jamais, je pense, faire tourner la machine tant qu'on fera la cuisine avec du vieux. Il est temps qu'on soit véritablement dans cette démarche de faire les choses avec du neuf. Et quand je dis du neuf, c'est pas, je parle même pas de jeunes qui rentrent en politique, je parle d'un système nouveau qui doit être établi. Et ce système nouveau, c'est ce que nous essayons de faire dans la société civile. Parce que nous pensons que dans quelques années, la société civile sera le centre de gravité, si elle ne l'est pas déjà, de la vie politique réelle. Voilà. D'où la nécessité pour nous de ne même pas forcément nous préoccuper de ces problématiques électorales prétendument importantes, mais qui en réalité ne revêtent aucune intensité par rapport à la population. Camille Seba, merci. Vous êtes président de l'ONG Urgence panafricaniste. Avec vous, Saturne Diossou, nous l'avons questionné sur l'actualité sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.